Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 18 mars 2025, consacrée pour sa partie artistique à Suzanne Valadon. Ce sera la retransmission de l'émission qu'on avait faite après notre visite de l'exposition Suzanne Valadon à Pompidou-Metz, mais celle de Pompidou-Paris en fait est pratiquement semblable à celle de Metz. Donc, comme Suzanne Valadon est quand même une peintre qu'on aime beaucoup, en tout cas surtout moi. Surtout moi. Aime beaucoup. Je pense que c'est l'exposition qu'il faut aller voir aujourd'hui si on doit en choisir une seule. Ouais, une exposition donc à Pompidou-Metz, c'est une exposition consacrée à Suzanne Valadon qui s'appelle Un monde à soi. Alors, Un monde à soi, c'est en référence justement à l'essai de Virginia Woolf qui s'appelle Une chambre à soi. Donc, une chambre à soi, c'est cet espace dédié à la liberté intellectuelle et à la création artistique qui est revendiquée par l'autrice. Donc là, il s'agit de regarder l'œuvre de Suzanne Valadon en tant qu'artiste à part entière et non pas au sein de ce qu'on appelait ce trio infernal avec André Hutter, son mari, et Maurice Outrillo, son fils. Donc là, on est vraiment dans l'œuvre de Suzanne Valadon qui est riche, multiple et qui est vraiment une grande artiste. Donc je vais commencer par raconter un petit peu sa vie. Qui est cette Suzanne Valadon? Alors, elle est née de son vrai prénom Marie-Clémentine et elle est née en 1865 à Bessines, c'est dans le Limousin. Alors, son père était faussaire et bagnard et la maman va cacher l'identité donc du papa pendant longtemps jusqu'à monter à la capitale pour échapper justement aux mauvaises langues. Et sa maman, elle est blanchisseuse, donc c'est une ouvrière qui travaille vraiment avec plein d'énergie tout le temps. Et elle pense à Paris pouvoir trouver un travail, beaucoup plus de travail et assurer l'avenir de la petite Suzanne. Qui s'appelle Clémentine. Qui s'appelle, oui, Marie-Clémentine. Donc elle quitte le Limousin, elles prennent le train et elle va s'établir à Montmartre, qui est encore un village. Elles y arrivent toutes les deux vers 1870, en pleine guerre et pendant la Commune de Paris. Donc Marie-Clémentine est scolarisée chez les sœurs, mais bon, elle sera rapidement renvoyée à cause de son caractère déjà bien trempé et des questions impertinentes qui déstabilisent l'établissement. Donc sa mère va lui trouver très tôt des petits métiers, elle sera bonne d'enfant, apprentie modiste, assembleuse de plumes, et son rêve, après avoir assisté à un spectacle de cirque, c'est de devenir acrobate. Dès son plus jeune âge, en fait, Marie-Clémentine sait en tout cas qu'elle ne veut pas devenir ouvrière et se tuer à la tâche comme sa maman. Donc elle va se faire embaucher dans un cirque jusqu'à ce qu'une chute l'oblige à arrêter. Donc Clémentine, qui est dite Maria, elle est encore très jeune et elle aime déjà dessiner avec tout ce qui lui tombe sous la main. Petite, elle dessinait, elle croquait sur les trottoirs avec des craies qu'elle volait à l'école. Et maintenant, elle observe et elle croque les passants. Elle sait en tout cas effectivement qu'elle ne sera pas ouvrière comme sa maman. Et elle fréquente les cabarets montmartrois. Et là, elle rencontre Boissy. Boissy, c'est un poète volage, un poète assureur qui va devenir son amant. Il est peu intéressant et entre-temps, elle fait la connaissance d'un nouveau cavalier qui s'appelle Miguel Outrillo y Molins, qui est un aristocrate espagnol, un homme de lettres et critique d'art. Donc elle se partage entre ses deux amants et va rapidement attendre un bébé. Et c'est en livrant du linge repassé par sa mère qu'elle va chez Puvis-de-Chavannes. Donc la maman sait que c'est un homme important mais n'en sait pas plus. Donc Maria arrive chez Puvis-de-Chavannes avec le linge et celui-ci en la voyant va lui proposer de devenir modèle. Il travaille à son tableau Le Bois Sacré, cher aux arts et aux muses. Donc elle va commencer à poser, elle va faire pour différents personnages sur ce tableau. Et passionnée donc par tout ce qui concerne l'art, elle met à profit ses temps de pause pour observer tous les gestes du peintre. Puvis-de-Chavannes l'apprécie, il a son atelier qui est à Neuilly, donc il la raccompagne le soir dans le 18e et elle la questionne, elle est affamée de savoir. Le 26 décembre 1883 naît Maurice Valadon, qui ne sera reconnu par son père que bien plus tard et qui prendra alors le nom de Maurice Outrillo. Je pense que la paternité n'était pas complètement avérée entre Boissy et Outrillo, en tout cas, quoi.
Et Maria est ravie d'avoir ce petit garçon, elle a envie de le chérir par-dessus tout. Et entre-temps, elle continue de travailler comme modèle, elle pose pour Renoir. Alors Renoir qui vient de la même région justement que Maria, qui vient du Limousin. Elle va poser pour Steinlen, elle va poser pour Sandometki, pour Toulouse-Lautrec. Et d'ailleurs avec Toulouse-Lautrec, ils habitent dans le même immeuble, ils auront une liaison qui sera passionnée, voire destructrice. Mais Lautrec l'encourage à travailler. Et là, elle va devenir Suzanne Valadon, ainsi surnommée par Toulouse-Lautrec, parce qu'elle pose pour des peintres âgés, donc il fait référence au tableau de Suzanne et les vieillards. Et donc, elle, ça va lui plaire, donc elle devient donc Suzanne Valadon. Donc, elle continue de dessiner, son trait est affirmé à l'image de son caractère. Elle fréquente les cabarets montmartrois en vogue, comme le Lapin Agile, le Moulin de la Galette, le Chat Noir. Elle rencontre Erik Satie, dont elle fait le portrait, et dont elle sera la seule relation intime. Je crois que leur rupture sera très difficile pour Erik Satie. Et ce sont Lautrec et Bartholomé qui vont lui proposer de montrer ses dessins à Degas. Et convaincu de son talent, ce dernier l'encourage à poursuivre et la soutient. Il va lui apprendre même la gravure dans son atelier, elle se sert de sa presse. Et c'est vraiment le passage important dans le basculement, je pense, de Suzanne Valadon en tant qu'artiste, c'est d'avoir été reconnue par Degas, qui n'était pas quelqu'un de facile, qui vieillissait, qui avait quand même un caractère assez affirmé, qui n'était pas forcément de bonne humeur. Enfin voilà, donc Degas vieillissant n'était pas quelqu'un d'agréable. Mais là, quand il voit les tableaux, les dessins de Suzanne, ils reconnaissent cette fermeté du trait. Et pour lui, c'est important de l'encourager. Et d'ailleurs, je crois qu'elle n'aura même pas été modèle pour Degas, quoi. C'est vraiment leur relation est vraiment une relation de transmission de savoir. Et à 30 ans, elle se marie avec un banquier qui est riche et ambitieux. Il s'installe au 12 rue Cortot à Montmartre. Donc 12 rue Cortot, c'est là où actuellement il y a toujours l'atelier de Suzanne Valadon qu'on peut visiter dans ce petit musée. Et là, ils vont en même temps louer un pavillon à Montmagny et ils vivent tous ensemble. Suzanne n'abandonne pas du tout sa maman, qui s'appelle Madeleine, qui va vivre avec eux jusqu'à la fin de ses jours. Donc il y a Madeleine, la mère de Suzanne, qui vieillit, qui se fatigue de plus en plus parce qu'elle ne sait pas, elle travaille vraiment sans arrêt, elle travaille le jour, presque la nuit, quand il y a du linge en plus à préparer. Enfin, et elle s'occupe énormément du fils de Suzanne Valadon, elle s'occupe énormément de Maurice. Donc ils vivent tous ensemble, donc Maurice et Paul Moussis, son mari. Maurice, lui, quand même, souffre de solitude, il boit de plus en plus, il quitte le collège, il a plusieurs emplois successifs, jusqu'à ce que son beau-père lui trouve un poste au Crédit Lyonnais. Voilà. Suzanne, elle continue de peindre et son talent s'affirme. Bon, le couple va se séparer quelques années après et Suzanne rencontre donc André Hutter, qui est un ami de son fils. Il a 20 ans de moins qu'elle et c'est également un peintre. Elle fait un séjour en Bretagne à l'île d'Ouessant, elle ramène de beaux paysages. Et Outrillo, lui, par contre, a des problèmes d'alcoolisme, de comportement, donc il va être interné à Sainte-Anne, il va être interné à Sannois, il fait déjà de la peinture, et quand il va par exemple à Sannois, il va débarquer avec sa boîte de peinture et son chevalet, et plusieurs amateurs, dont Octave Mirbeau, s'intéressent à son travail. En 1911 se déroule la première exposition individuelle de Suzanne Valadon chez Clovis Sacco. Elle participe l'année suivante à une exposition du groupe de Munich. Elle épouse André Hutter qui va partir à la guerre. Et sa grande composition, Le lancement de filet, va être exposée au Salon des Indépendants en 1915. Sa mère décède et Suzanne, elle continue de travailler. Elle peint de nombreuses toiles, elle fait des portraits, elle fait des nus, des natures mortes, des représentations réalistes de la vie montmartroise. Donc on parlera après de la façon dont de son trait, comment elle travaille, comment on peut dire qu'elle peint comme un homme, mais ça on va revenir là-dessus sur cette affirmation de son trait. Et elle vit donc avec André Hutter. Les peintures de Maurice se vendent bien. Hutter s'occupe de la vente des toiles et donc l'argent rentre à la maison. Ils vivent à Montmartre, mais ils achètent parallèlement un château dans le Beaujolais, dans lequel ils mènent une vie fastueuse. Ils ont une voiture, du personnel. Enfin voilà, Suzanne Valadon a envie que l'argent soit dépensé, puisqu'on en a autant vivre bien, quoi. Son succès est international, l'État lui achète plusieurs toiles.
À la fin de sa vie, donc après elle se sépare d'André Uther, et à la fin de sa vie, elle va partager une relation avec le peintre Gazi le Tatar, et elle mourra d'une congestion cérébrale le 7 avril 1938. Son fils Maurice, lui, sera pris d'une crise nerveuse quand il verra le corps de sa mère, donc il ne pourra assister aux obsèques, et elle est enterrée au cimetière parisien de Montmartre. Donc voilà, c'est une vie riche, une vie vraiment d'artiste, quoi. Voilà, donc en fait, il y a trois biographies qui sont sorties sur Suzanne Valadon, qui m'ont un petit peu inspiré ce texte. Il y a une biographie qui est écrite par Jeanne Champion. Alors ce sont des biographies romancées, donc c'est Suzanne Valadon par Jeanne Champion. La première fois qu'on avait découvert Suzanne Valadon, c'était par le livre de Michel Pénamor, Les escaliers de la butte. Il y a 2 tomes qui racontent aussi toute sa vie. Et il y a un 3e livre que j'ai pas eu l'occasion de lire, c'est Suzanne Valadon, et c'est Thérèse Diamant-Rosinski. Voilà, ce 3e livre, ce 3e ouvrage, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Celui de Jeanne Champion, j'ai pu l'emprunter en bibliothèque. Apparemment, il était plus en vente à la librairie du musée, donc probablement qu'il est plus réédité. Hein. Donc ça, ce sont comme des livres qui sont sortis dans les années 2000-2005. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Voilà, c'était la complainte de la butte.
Donc on va continuer donc à parler de Suzanne Valadon. Donc comme j'ai emprunté ce livre de Jeanne Champion, je vais lire deux, trois petites choses que j'ai relevées qui me paraissaient intéressantes. Donc elle fait des en-têtes des fois de chapitres où elle raconte donc il y a les années avec la bio de Suzanne Valadon, mais il y a aussi des petits encarts, donc des paroles qui ont été dites par Suzanne, comme que de poses de tête j'ai faites pour Renoir, soit à l'atelier de la rue Saint-Georges, soit à celui de la rue d'Orchamps. La danseuse qui sourit en s'abandonnant au bras de son danseur, c'est moi. Et c'est encore moi qui suis la demoiselle du monde, gantée jusqu'au coude et en robe à traîne. Rue d'Orchamps, j'ai posé aussi pour un motif de Bougival, et quant au nu, Renoir en a peint certain nombre d'après moi, non seulement dans un jardin de la rue de la Barre qu'il avait loué, et où se trouvait une baraque servant d'abri, mais à l'atelier du boulevard de Clichy, et notamment pour un de ses tableaux de baigneuse. Quand elle rencontre Degas, voilà ce qu'elle dit. Degas me reçut très aimablement et m'accabla d'éloges. De ce jour-là, je fus de sa maison. Il accrocha dans sa salle à manger un de mes dessins à la sanguine. Je passais chaque jour chez lui dans l'après-midi. S'il m'arrivait de rester quelques jours sans aller le voir, je pouvais m'attendre à être relancée chez moi par sa gouvernante, la fidèle Zoé. Je n'ai jamais posé pour lui, bien qu'on ait dit 100 fois le contraire. Elle dit également « La nature m'apporte le contrôle de vérité solide pour la construction de mes toiles, conçues par moi, mais toujours motivées par l'émotion de la vie. » Et quand elle parle de Degas, qu'elle travaille avec lui, voilà ce qu'elle peut en dire aussi. Donc là, ce ne sont plus les rapportés par Suzanne Valadon directement, c'est la biographe Jeanne Champion qui écrit. La fille de la lingère admire et respecte son maître. Comme lui, elle demeura toute sa vie portraitiste. À tout autre modèle, Maria préfère ses familiers que Degas lui apprend à observer et à surprendre au sein de la joie, de la tristesse et parfois de la maladie. Au cours de longs entretiens, le peintre enseigne à son élève la valeur d'un simple geste, la façon qu'a l'ouvrière d'essuyer la sueur qui coule sur son front, ou l'élégance involontaire d'un bras soudain levé parce que le chignon menaçait de se défaire, ou bien encore la joie qui éclaire un visage visité par un souvenir heureux. Lorsque vous faites un portrait, ayez toujours cette idée en tête. Il n'y a pas au monde deux êtres semblables. Par sa recherche et la singularité de son travail, et bien qu'il n'ait jamais cherché à étonner, Degas désoriente le public. Autant sa composition est originale, autant son pinceau est neutre. Comme ces hommes raffinés qui demandent à leurs domestiques de porter, le temps de les casser, leurs vêtements neufs. Degas voudrait ne pas être remarqué. Et pourtant l'austérité de sa mise en page, ses effets d'éclairage sur les visages et les corps choquent. Pourquoi ces déformations, à quoi bon tant de pauvreté? N'essayez pas d'attirer l'œil, l'insolite doit être naturel. En même temps qu'il éblouit, un tel enseignement effraie Maria. Si la personnalité est fondée sur la différence, comment la mettre en évidence? Et puis le modèle ne change-t-il pas à tout instant d'expression? À peine une personne vient-elle de s'asseoir qu'on devine déjà sur son visage l'effort qu'elle va devoir faire pour se relever. Les êtres sont en permanence au-devant d'eux-mêmes. On devrait demander au modèle de bouger constamment. Maria comprend pourquoi Degas a fréquenté les champs de course et Lautrec les music-halls. Je n'y arriverai jamais. Mais si, vous y arriverez, il le faudra bien. L'essentiel s'est déjà imposé à vous sans que vous en ayez eu conscience. Ce qui m'a plu dans vos dessins, c'est la sobriété. Et cette solitude que vous avez comprise sans pourtant l'avoir vécue. Comment décrire le fugitif, l'instabilité d'un corps, la précarité des sentiments? En refaisant sans cesse les mêmes portraits, chacun annonce le suivant. Les craies et le fusain donnent du mouvement aux ombres. Et puis n'oubliez pas que la lumière circule dans la pièce. Et si on peut parler là effectivement des dessins qu'on a pu voir de Suzanne Valadon, c'est assez extraordinaire justement le trait qu'elle a, ce trait affirmé. Moi c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé les peintures, mais c'est vrai que sa partie dessin est incroyable quoi. Oui, il me semble que sa personnalité, c'est surtout dans ses dessins. Je crois que la peinture atténue un peu ce côté justement volontaire, masculin de son trait, quoi. Voilà. Dans le dessin, il n'y a que le trait, il n'y a rien d'autre.
Parce que dans la peinture, il y a le trait et la couleur. Et la couleur, parfois, peut contrarier le trait. Ouais. Il y a toute une série justement de dessins et de gravures aussi d'eau forte qui sont dans des scènes de toilettes avec les tubes, là, ces baignoires qu'on remplissait. Voilà, où il y a toujours aussi son fils qui pose énormément, sa maman, effectivement, donc elle travaille beaucoup avec ses proches. Et il y a tous ces mouvements, il y a cette... on sent qu'il y a aussi une empathie quand même avec ces modèles. Là, j'en ai un sous les yeux, donc c'est une gravure, mais c'est justement c'est Maurice qui est en train de mettre les mains sur le dos de sa grand-mère. Elle est penchée, elle est en train de lui essuyer les pieds après le bain, et lui la regarde, enfin avec tendresse. Où il y a justement Madeleine qui est en train de aussi nettoyer le fond du tube. Enfin. Voilà. Donc ces dessins sont vraiment très très importants, et on comprend du coup pourquoi Degas s'est dit c'est une grande artiste, quoi. Oui, et en même temps, on sent aussi à travers ses dessins l'amour pour son fils, qui semble tout fragile, tout gracile, tout voilà. C'est pas vraiment le petit garçon costaud vivant, c'est plutôt oui, la fragilité de l'enfant qu'elle montre, enfin. Et donc, en même temps, je pense, l'amour de la mère pour cet enfant, je crois, déjà fragile. Oui, complètement. Et puis cette grand-mère qu'on voit, qui a les traits qui vont être fatigués de plus en plus, qui s'en occupe. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand elle travaillait, quand elle posait pour Puvis de Chavannes, donc elle a énormément pris des peintres chez lesquels elle a posé, donc elle était observatrice. Donc après, quand on va voir son travail de peinture, on voit que tout ce qui est un peu irisation de couleur du pastel, ça c'est vraiment une influence qui vient de chez Renoir, alors que le travail du corps et du dessin viendrait plutôt de chez Puvis de Chavannes. Tout à fait. Oui. Et il y a cette façon, cette touche de peinture qui donne cette irisation qui est pas seulement propre à elle, mais il y a il y a quelques peintres de sa génération qui travaillaient cette technique. Je me souviens qu'on avait vu une exposition, c'est à Creil ou je ne sais plus où, un peintre qu'on aimait beaucoup, là, c'est pas un impressionniste, mais un post-impressionniste, qui justement travaillait avec cette touche, ces petits traits, etc., ces dégradés, voilà, comme le fait Suzanne Valadon dans beaucoup de ses œuvres peintes. Et j'adore cette technique. Ouais. Non, vraiment une très très grande artiste, quoi. Oui, moi je dirais une grande. Rue Le Pic, dans le marché qui s'éveille dès le premier soleil, sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs. Rue Le Pic, les voitures de 4 saisons offrent toutes à foison tomates rouges, raisins verts, melons d'or et primes verts au public. Et les cris des marchands s'entremêlent en un chant, et le murmure des commères fait comme le bruit de la mer. Rue Le Pic, et ça grouille et ça vit dans cette vieille rue de Paris, et ça chante et ça pleure et ça bat comme un cœur. Rue Le Pic, rue Le Pic, il y a du bon populo qui se bagnode au hasard, et des petits rigolos qui viennent faire le lézard. Rue Le Pic, et les Jules qui ne font rien ou qui n'en font pas trop se reposent dès le matin aux terrasses des bistrots. Et là-bas, 2 amants sans façon se promènent tout contents, aux marchands de 4 saisons ils achètent du printemps. Rue Le Pic, sous les yeux amusés des badauds qui se trouvent là, ils échangent des baisers dans un bouquet de lilas. Rue Le Pic, rue Le Pic, il y a des cabots et des gosses à poulbeau, et un flic tout vermeil qui se prélasse au soleil. Mais surtout,
Il y a une belle fille aussi belle que l'été, elle marche en espadrille et rit en liberté, rue Le Pic. Et la rue est toute fière de son beau regard clair et de sa belle santé, elle qui l'a enfanté. Et toujours, la fille avec amour à sa rue dit bonjour, et la rue extasiée la regarde passer. Et la rue monte, monte toujours vers Montmartre là-haut, vers Montmartre là-haut, et ses moulins si beaux. Rue Le Pic, rue Le Pic, rue Le Pic. Ah. Voilà, c'était rue Le Pic. Et oui, toujours sur cette exposition au musée Pompidou, non oui, c'est ça, Pompidou, de Metz. Alors effectivement, il y a le dessin d'une part, mais il y a, je crois, qui contrebalance un peu la virilité du trait. Il y a une délicatesse dans la touche de peinture, dans les couleurs, dans ces choses-là, qui est vraiment assez exceptionnelle et qui adoucit un peu cette masculinité du trait. Et aussi, une chose assez extraordinaire, de mon point de vue, bien que je ne sois pas aussi passionné que ma camarade pour cet artiste, il y a une chose que j'ai remarquée qui m'a beaucoup impressionné, c'est la manière le traitement de tapisserie, de couverture, etc., avec des motifs floraux, etc., des couleurs, surtout des compositions de couleurs extraordinaires qui accompagnent certains nus. Voilà. Ah ouais, c'est impressionnant. Elle travaille autant effectivement tout le décor et les tapisseries que le modèle, quoi. Oui, oui. Et il y en a une particulièrement où la tapisserie, il y a au fond, enfin dans cette tapisserie, il y a un bleu outre-mer, mais extraordinaire. Je ne sais pas si ça existe encore des bleus outre-mer comme ça. Voilà. C'est vraiment la marque de Valadon. Bon, il y a le trait, évidemment, on ne peut pas y penser, on ne peut pas passer à côté. Mais il y a aussi cette façon de peindre la couleur avec, je vous dis, ces petites touches qui font des dégradés, qui scintillent, etc. Et dans quelques-uns, pas dans toutes ces peintures, mais dans quelques-unes de ces peintures de nus, allongées sur des tapis ou sur des sofas, etc., c'est ce chatoiement de tapisserie, vraiment un boulot, je pense, de dessin aussi peu commun. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'a marqué surtout, c'est ce jaillissement de couleurs des tapisseries sur lesquelles reposaient les nudités. Voilà. Je préférais, j'étais plus subjugué par les couleurs, les formes des tapisseries que par les personnages. Ouais. Alors, en fait, effectivement, cette exposition permet de voir vraiment toutes les facettes de son art. Et là, on a découvert que c'était aussi, elle savait faire du paysage et que ces paysages étaient aussi remarquables. Tout à fait. Même si on a, je ne sais plus, que 4-5 qui sont exposés, on a découvert cette facette-là de son art. Il y a aussi, alors, il y a beaucoup d'autoportraits. Où elle se représente sans s'embellir, en fait. Elle a toujours les traits un peu durs, même. Oui, oui. Sauf presque ce dernier autoportrait qui est sur le catalogue, où là, elle est âgée. Et par contre, elle se fait une poitrine qui reste encore assez jeune. Mais par contre, son visage reste... Elle a souvent ce visage, ce visage grave, en fait, oui, dans ses peintures. Ouais. Alors que c'était quand même une femme qui, malgré la dureté de la vie, savait quand même s'amuser. Mais c'est pas de cette manière-là qu'elle se représente. Il y a des scènes domestiques et il y a aussi ce qu'elle a représenté, c'est la nudité masculine. Et ça, c'est vraiment une des premières femmes à avoir représenté un homme nu. Il y a son tableau qui s'appelle Adam et Ève. C'est un tableau de 1909 où elle se représente avec André Hutter. Ils sont tous les deux nus, donc avec derrière effectivement un paysage, un arbre, ce pommier. Et lui, en fait, au départ, était complètement nu.
Et ça n'a pas plu. Donc après, quelques années après, elle a été obligée de refaire une feuille de vigne devant le sexe de son mari. Quoi. Voilà, c'était rajouté tardivement, probablement vers 1920, quand il y a eu le salon d'automne qui ne pouvait supporter de voir qu'on expose un homme complètement nu de face. C'est vrai qu'un homme, c'est pas Jojo. Bon, enfin, c'était pas la raison officielle. Hein. Voilà. Et elle a aussi représenté donc André Hutter dans ce lancement de filet. Toi, c'est une toile que t'aimes pas beaucoup, qui appartient à Beaubourg, d'ailleurs, Beaubourg à Paris, qui a été mise là à Metz. Et donc, c'est ce lancement de filet où il est représenté à trois moments différents, donc nu et de dos, avec un corps quand même très très ferme, très musclé, qui est en train de lancer ce filet de pêche. Et ça, ils mettent à côté un tableau de Basile qui est un peu dans le même esprit. Donc on peut imaginer peut-être qu'elle a eu connaissance aussi de ce tableau-là et qu'elle s'en est inspirée. En tout cas, c'est une femme qui a osé toute sa vie. Aussi le grand format, parce que c'est un tableau immense, quoi. Je sais plus combien il fait, mais il est vraiment très très grand. Mais en même temps, c'est un peu ridicule, parce que pour cacher la verge d'un des pêcheurs, celui du milieu, elle met devant son anatomie intime, si on peut dire ça comme ça, elle met des cordes de filet, quoi. C'est un peu grossier. Ah oui, dans celui-ci, oui. Ouais. Non, puis je trouve que, moi, j'aime pas les corps masculins, de toute façon, ni en peinture, ni en sculpture. Je pense que le corps féminin est 1 million de fois plus agréable à regarder, que les modelés sont... Parce que dans le corps masculin, il y a aucune douceur, c'est brutal, c'est des angles, c'est du muscle, etc. Moi, ça me donne une sorte de nausée, quoi. Tandis que dans les corps féminins, d'ailleurs, il y en avait un. C'était à Pompidou, ce corps féminin. Je t'ai demandé de photographier. Non, cette sculpture. Oui. Non, c'était au petit musée après qu'on a visité. Au musée de la, comment tu dis déjà, la Cour d'Or. La Cour d'Or. Ouais. Non, il y a incontestablement dans le corps féminin une harmonie qui n'existe pas du tout dans le corps masculin, quoi. C'est brutos, alors que le corps féminin, c'est... Mais là, bon, ce qu'on peut souligner, c'est le fait qu'elle soit la première à oser, justement. Oui, non, après, voilà, je pense elle trouvait que ce corps était oui, beau. Sûrement, Voilà. Et aussi, elle a fait ce qu'on n'avait pas vu non plus, c'est des natures mortes. Il y a tout un panneau de fleurs qu'on ne connaissait pas du tout, cet aspect-là de son Non, mais elle a touché un travail, peu à tous les sujets dans sa peinture. Elle n'a pas hésité à se frotter à toutes les difficultés, parce que les natures mortes, c'est pas si facile que ça, surtout s'il s'agit de fleurs. S'il s'agit de jambon, de lapin, etc. Là, c'est assez fastoche, mais les fleurs, par contre, moi, ça me file une trouille pas possible, quoi. Donc c'est quand même une exposition qui mérite le déplacement. Pour aller à Metz, c'est facile, on prend le train, 1h30 de train depuis Gare de l'Est. Le centre Pompidou-Metz, c'est à 2 minutes à pied de la gare. Tant pis pour vous si la place du Tertre a préféré Montmartre, si le Lapage il inspire à Utrio bien mieux que l'opéra. On vous laisse vos tours Eiffel et Montparnasse, on vous laisse nos marches pour grimper jusque-là. Tant pis pour vous si la nuit quelquefois au clair d'un réverbère on croise Boris Vian venu nous dire un petit bonjour en passant. On échangerait bien si ça pouvait se faire, un bout du Sacré-Cœur contre Ménilmontant. Tiens, un Parisien se promène avec l'accent de la Seine. Que vient-il faire dans nos murs? Tiens, c'est pourtant jour de semaine. Moi je sais ce qui l'amène, c'est tout simplement l'air pur. Tant pis pour vous si les gamins chez vous ne courent plus dans les rues, si malgré les années la dame du café vous reste une inconnue, si vos fleurs au balcon ou plutôt aux fenêtres ne tiennent plus le coup que de 3 jours peut-être. Tant pis pour vous si au milieu des peintres et des joueurs de cartes les amoureux du monde se sont donné le mot pour s'embrasser ici. Et si l'on dit partout que Paris c'est Montmartre, nous on dit que Montmartre n'est pas vraiment Paris.
Tiens, tiens, un Parisien se promène avec l'accent de la Seine. Que vient-il faire dans nos murs? Tiens, tiens, c'est pourtant jour de semaine. Moi je sais ce qui l'amène, c'est tout simplement l'air pur. Tant pis pour vous si la place du tertre a préféré Montmartre, si le lapin agile inspira une trio bien mieux que l'opéra. On vous laisse vos tours Eiffel et Montparnasse, on vous laisse nos marches pour grimper jusque-là. Tant pis pour vous si la nuit quelquefois au clair d'un réverbère on croise Boris Vian venu nous dire un petit bonjour en passant, mais tout bien réfléchi à faire ou pas à faire, car dans le Sacré-Cœur et vous Ménilmontant, mais tout bien réfléchi à faire ou pas à faire, car dans le Sacré-Cœur et vous Ménilmontant. Voilà, c'était Montmartre, Georges Chelon. Les expositions, donc Suzanne Valadon au musée Pompidou jusqu'au 26 mai. Willy Ronis à Nogent-sur-Marne, un petit musée et une super expo sur les photographies de Willy Ronis, c'est jusqu'au 31 juillet. Et si vous êtes à Nogent-sur-Marne, vous pouvez aller faire un tour sur les bords de Marne. Il n'y a plus les guinguettes, mais ça reste quand même très sympathique. Éric Dubuc au musée d'art moderne jusqu'au 23 mars. Lupers au musée Mayol jusqu'au 23 mars, ainsi que Nadia Léger. Eugène Carrière, peintre et humaniste au musée Eugène Carrière à Gournay-sur-Marne jusqu'au 30 mars. Donc, si vous êtes sur les bords de Marne, vous partez le matin, vous voyez regarder Willy Ronis et puis vous continuez jusqu'au petit musée de Gournay-sur-Marne. Oui, mais en allant à Gournay, vous pouvez côtoyer encore une guinguette où vous pouvez manger des frites et des moules sur la rive gauche. Ouais, chez Fifi. Chez Fifi. Voilà, et vous pouvez guincher le dimanche après-midi normalement. Zadkine Modigliani, une amitié interrompue au musée Zadkine jusqu'au 30 mars. Elle, les élèves de Jean-Jacques Henner jusqu'au 28 avril au musée Jean-Jacques Henner. L'art dégénéré au musée Picasso jusqu'au 25 mai. Et Thierry Loulet, qu'on avait rencontré à la galerie Estade à Paris, expose à partir du 20 mars à la galerie Pascal Froissart à Strasbourg. À Strasbourg, oui. Voilà, donc et vraiment, on regardait ces nouvelles peintures et ça bouge un peu, mais c'est assez riche, c'est très intéressant. Ouais, puis Thierry est quand même quelqu'un de très sympathique qui nous chouchoute quand même un petit peu, je dois dire. Puis c'est pas ce genre d'artiste contemporain qui se la joue. Ouais, non, c'est vraiment quelqu'un de très accessible. Donc voilà ce qu'on vous conseille dans les expositions. Le culturel. Toi, tu lis Les Mystères de Paris. Oui, d'Eugène Sue, et il y a 4 tomes. J'en suis au premier, mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu avec autant d'intérêt un roman, mais c'est vraiment le 19e. Ils avaient l'art, ces feuilletonistes, de rebondir. Il y a toujours des choses nouvelles qui se passent, etc., et qui vous empêchent de vous arrêter. Vous avez toujours envie de savoir ce qui va arriver. C'est extraordinaire, ces conteurs d'histoire. Il y a aussi le Juif errant, mais j'avais essayé de voir 10 tomes. Alors là, je suis un petit peu étonné quand même que 10 tomes pour le Juif errant, alors que j'en avais un vieux bouquin du 19e, format A3, vous savez, ces gros bouquins avec des couvertures en cuir et tout. Il était complètement bouffé au mythe, donc j'ai dû m'en séparer, mais c'était dans un seul volume, 10 volumes, 35 balles de volume, merci. Ouais, bah déjà Les Mystères de Paris, oui. C'est bien s'y prend du plaisir. Et le volume est à 8,95. Voilà, donc ça donne envie de se replonger un peu dans ce Paris du 19e, 18, je crois que c'est quoi, 1832 ce livre, ouais, c'est vraiment début 19e quoi. Alors moi j'ai lu un roman qui est beaucoup plus contemporain, qui s'appelle Le Roitelet de Jean-François Beauchemin, qui m'a été
conseillé par Sophie Villoutrex-Brageuse. C'est une très belle histoire, c'est un petit bouquin, c'est un Québécois, donc c'est de la littérature canadienne, et c'est un homme qui vit à la campagne avec son chien, sa compagne, et il a un frère schizophrène. Et en fait, le livre, ce sont une soixantaine de petits chapitres, où c'est des scènes de rencontres, où il parle de son frère, où il travaille avec son frère, des choses qui lui reviennent en mémoire, mais c'est vraiment des petits tableaux poétiques à chaque fois, c'est très bien écrit, c'est un très beau petit roman. C'est vraiment à conseiller, quoi. Il y a des pépites quand même. Voilà, il y a beaucoup de délicatesse, et c'est vraiment un tableau à chaque fois. Et tel que sont racontées les relations entre les deux frères, on est tout de suite, on partage en fait toute cette tendresse, toute cette fraternité, des fois des côtés un peu désemparés aussi, parce que bon, quelqu'un qui est schizophrène reste quand même avec des angoisses et des problèmes insurmontables par moment, hein. Donc voilà, c'est vraiment à conseiller. J'ai lu, ma voisine m'a prêté la BD de Luz, la dernière BD de Luz, Deux filles nues. Alors bon, Luz, nous on était un petit peu, par rapport à Charlie Hebdo, on était un peu en retrait par rapport à toute l'équipe de Charlie Hebdo. Bon, par contre, ce livre est complètement en résonance. Cette BD a été d'ailleurs primée, je crois, à Angoulême. Elle est en résonance avec l'exposition qu'il y a au musée Picasso sur l'art dégénéré, parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un tableau d'Otto Müller qui s'appelle Deux filles nues, et qui raconte justement comment ce tableau a été volé et puis réacheté par des collectionneurs, en étant classé comme art dégénéré, comme a été exposé dans cette exposition de Munich. Et là, Luz réussit un super boulot de raconter l'histoire. Je trouve qu'il est presque plus fort dans sa BD que l'exposition du musée Picasso, où on trouvait que ça manquait d'un côté immersif avec la violence qu'on voulait transmettre. On voulait vraiment faire passer tous ces peintres pour des malades mentaux. Il y avait des slogans partout que le musée n'a pas repris. Et là, Luz, en fait, insiste plus justement un petit peu là-dessus et raconte l'histoire de ce tableau de filles nues. Donc voilà, ça parle au départ d'Otto Müller qui commence à peindre son tableau. Et c'est vraiment, pour le coup, un très bel ouvrage, quoi. C'est quoi le titre? Deux filles nues. Deux filles nues. C'est un album. C'est un album de BD. C'est chez Je sais plus. Kegela? Non, je sais plus chez qui c'est. Non. Ouais, je sais plus. C'est Albin Michel. Voilà, c'est les éditions Albin Michel. Oh, je vais voir à la librairie là. Oh bah ils vont l'avoir, hein, parce que c'est vraiment, il a eu des prix. Je pense qu'il est complètement d'actualité en plus, ouais, avec cette exposition, avec ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, en plus, et c'est lui à la fin. En fait, le tableau, on va pas le voir de toute la BD. C'est lui qui le dessine à la fin. Je pense au pastel même. Et moi, quand c'est sorti, c'est il y a quelques mois, je l'avais entendu à la grande librairie raconter cette histoire, et j'avais été quand même déjà très touchée. Et par hasard, ma voisine me dit, bon, on m'a prêté cette BD, si tu veux, tu pourras la lire. Et ouais, c'était vraiment quand même coup de cœur. C'est Anna? Non, c'est Frédéric, ma voisine. Voilà. Et sinon, je suis allée voir un film qui s'appelle À bicyclette, tourné par un Mathieu Melbrou, je crois, un Montreuillois, avec Philippe Rébaud, qui est un de ses amis montreuillois. C'est à partir d'une histoire vraie, c'est un travail de deuil. En fait, c'est ce réalisateur qui a perdu son fils. Son fils s'est suicidé il y a à peu près 1 an et demi. Et avant de se suicider, quelques années avant, il avait fait un voyage. Il était parti en vélo depuis La Rochelle ou depuis Montreuil jusqu'en Turquie. Et après, il est rentré, et quelques années après, il s'est suicidé. Et en fait, ce père cherche à faire un travail de deuil, à retrouver son fils, et donc avec son ami Philippe Rebaud, ils vont partir à bicyclette, refaire le même trajet. Alors ils vont pas le faire complètement parce qu'ils ont plus l'âge, ils sont pas sportifs, mais c'est une belle histoire de deuil, sur le deuil, une belle histoire d'amitié aussi, avec plein de questionnements. Comment on vit avec ça. Enfin, c'est tellement difficile, mais il y a aussi énormément d'humour parce qu'ils sont assez impayables tous les deux. Donc il y a bien toute leur amitié, ils campent le soir au bord des lacs, enfin, et à un moment ils sont dans un Airbnb en Allemagne ou en Autriche, enfin. Donc moi j'ai autant ri que pleuré, et vraiment je trouve que c'est un film extraordinaire, quoi. Donc vraiment à conseiller. Toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, émettant depuis un garni et diffusant sur internet aracaille.fr. C'est le moment de saluer nos amoches. Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, toujours pas de nouvelles, bonne nouvelle. On espère. Jean-Paul Souvraz, un immense peintre de Schnorr, qui gîte à Coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, une petite maison
de ch'tis en briques, avec un petit jardinet qui donne sur la cuisine ou la Et cuisine un beau qui donne kiwi. sur... Et un beau kiwi. Un actif. Claudine, la pote à ma camarade Piquet-Cou, qui est en ce moment au crottoir, ils s'embêtent pas, hein, les Claudine. Et d'ailleurs, qui nous a envoyé une photo qui loge dans un petit gîte qui s'appelle les Mouettes Blessées, apparemment à un endroit où descendait Toulouse-Lautrec quand il allait au crottoir. Et il y a même des photos montrant Toulouse-Lautrec faisant caca sur la plage. Voilà, là on a appris quelque chose. Passionnant. Bon, Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, 3 copains, copines, mais sérieux, hein, c'est pas des copains-copines de passage, hein, c'est vraiment des copains-copines sérieux. Alors Claudine et Anne-Emmanuel vont exposer bientôt chez Juliette, un magasin de vrac bio, dont je parlerai un peu plus tard, parce que c'est à partir du 5 avril. D'accord. Et Fredo, qui habite à Lille et qui vient de temps en temps dans le coin à voir ses camarades Anne-Emmanuel et Corinne. Voilà, toujours très touchant, Frédéric. Ouais, tout à fait un trio mortel. Thierry Morciot, hein. Ah non, je saute une ligne. Oh là. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer. Avant, elle était à Montreuil. Ouais. À Montreuil, c'est une ancienne Montreuilloise qui est allée là-bas, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon, on l'a perdue, quoi. Et qui grave magnifiquement, qui ouvre son atelier à des gens qui ont une soif d'apprendre comment manier un burin ou une gouge sur du bois ou sur de la lino, ou même, je pense qu'elle fait aussi un stage de gravure sur métal, enfin bref, et qui participe à des émissions de radio sur Radio Bigaille. Sophie Villoutrex-Brageux, une graveuse dont on a connu le travail magnifique à Saint-Sulpice, voilà, qui est aux frontières de l'abstraction. En gravure, c'est pas courant. Hein. Ouais, qui fait toujours des choses assez magnifiques, étonnantes, et qui a une énergie, et là, qui travaille avec des gens incarcérés à Poissy. Voilà. Dans mes âges, c'est bon, enfin bref. À ce propos-là, c'était sur l'émission où j'ai vu cette la dernière, sur Radio Nova. Ouais, Radio Nova, où il y avait une invitée qui était quelqu'un d'une association qui s'occupe justement des gens incarcérés. Fabuleuse nana. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la taille d'épergne. Agnès Dubat, une graveuse émérite aussi, dont nous avons connu l'heure à Lille, où elle avait son atelier. Voilà, on a été complètement fasciné par son travail de cette époque-là. Elle a beaucoup changé. Elle fait autre chose aujourd'hui. Ouais, mais elle propose là encore des stages. Oui, tout à fait. Elle va exposer, je crois, même à Lille. Enfin, elle est toujours très, très active. Quoi. Ça fait plaisir. Et là, elle est en relégation en Bretagne Sud. Thierry Morciot, un graveur bruxellois magnifique dans la tradition des artistes de Schnorr, enfin des artistes même flamands ou etc. Voilà, des gens comme Rembrandt. C'est pas Rembrandt, mais il a eu un travail magnifique. Alice Amoroso, une très jeune graveuse qui vient de finir ses études aux Arts Déco et qui est en ce moment à la Casa Velasquez à Madrid, où elle reste pendant 3 mois. Voilà, elle fait un travail là-bas. Je suis sûr qu'elle va nous ramener des trésors. Dès qu'elle rentre, on prend rendez-vous avec Alice et on fait des missions sur tout ce qu'elle aura fait à la Casa Velasquez. Voilà. Raoul Villoula, qui est un jeune graveur et peintre aussi, magnifique, qui fait aussi des livres, qui relie ses propres œuvres. Voilà. Colette, Colette et Jacqueline, 2 veuves de plasticiens, Odon et Raymond Imbert. Eh bien, nous avons appris il y a quelques semaines que Colette avait elle aussi tiré sa révérence, avait rejoint Odon, voilà. Et Jacqueline, on ne sait pas, mais on n'a pas de nouvelles de Jacqueline qu'on avait par Colette. Bah. On n'est pas très optimiste. Non. Liliane et Laurence, 2 écrivaines dont il n'en reste qu'une, c'est Laurence. Et Liliane, elle aussi, a pris le chemin dont on se perd. Voilà, un chemin de, comment on appelle ça,
une sente à sauvagine, voilà. Et Laurence qui reste toute seule et puis qui s'accroche et qui doit continuer à écrire. Et toute seule, c'est pas fastoche. Quand on s'est habitué à écrire avec sa sœur, de se retrouver seul devant une plage blanche, ça doit être assez difficile. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui a attiré sa révérence, en ce moment, c'est vraiment l'hécatombe. Geneviève, qui est une nana extraordinaire, enfin, on a passé des moments avec elle assez sympas. Voilà, Marie-Christine et Christophe, 2 militants de chez Millet, Cécile de la 125e puissance, oui, Cécile, on la et on t'aime, et la rousse flamboyante, Florence, ouais, qui est plus flamboyante, elle est toute blanche maintenant, bon, moi je la préférais flamboyante. Ouais, mais elle flamboie quand même, elle a toujours l'énergie flamboyante, oui, en tout cas. C'est ça, et elle anime 3 émissions maintenant, alors je sais pas où, à bientôt elle va occuper tous les créneaux de Radio Liberté. Une radio Oni. Oui, on ne prononce pas ce nom. On ne prononce pas ce nom. Ouais, c'est une ancienne institutrice qui produit des émissions destinées aux enfants, à leurs parents. Voilà, donc c'est vraiment à écouter. C'est tous les jeudis après-midi sur cette radio Oni que nos auditeurs préférés connaissent bien, même si on ne dit pas son nom. Geneviève. Ah oui, Geneviève. Non, t'as déjà dit Geneviève. Je l'ai déjà dit, oui. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont on a découvert l'œuvre sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu, à Bourg-en-Marlotte. Dominique Pollardon, une galériste, hélas, aujourd'hui disparue, comme Geneviève, comme Liliane, comme Colette, voilà, la liste commence à s'allonger. Voilà, c'était une galériste très humaine, très gentille, je veux dire, elle n'avait pas cette morgue imbécile de la plupart des galéristes, et elle a un peu secoué le popotin de l'art parisien avec sa maman, Thérèse Franco, qui avait une collection fabuleuse qu'elle a léguée à un musée à Montelieu. À Montelieu, voilà, une ancienne cave à vin. C'est assez fabuleux. Marie Degnaud, une galériste bien vivante et qui tient la galerie Kaléidoscope et qui garnit ses 6 messes d'œuvres d'artistes très intéressants. Antoine Mallory des Champignons, c'est un petit groupe de musicos, pote avec ma camarade Pilikieko, et Anna Sinoracka, une peintre polonaise dont on adore, dont on aime profondément l'œuvre. Voilà, l'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr. On se termine avec Faux livre de Mélisse. Salut. Salut tout le monde. Malgré l'écran suette une néance, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré
malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage. Faut vivre, malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit. Le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre, malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre, malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise. Faut vivre, malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qu'il nous en fera boire jusqu'à ce qu'il nous dise au revoir. Faut vivre, malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre, malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.